Salut à tous, c'est votre Popsinoche numéro 8, mais alors attention, dès maintenant, abonnez-vous à votre magazine 100% cinéma uniquement disponible sur les réseaux sociaux, avec au programme aujourd'hui une séquence inédite consacrée au tonton flingueur, une visite ultra privée dans les ateliers de restauration des films du Centre national du cinéma, les dernières news du prochain James Bond, tout cela et beaucoup d'autres choses encore dans votre Popsinoche numéro 8, c'est maintenant. Voici quelques semaines, l'auteur, historien du cinéma et grand spécialiste de Michel Audiard, entre autres Philippe Durand, a fait paraître cet essentiel dictionnaire insolite des tontons flingueurs. Alors, il se trouve que Philippe a analysé, décortiqué tous les éléments qui, de près ou de loin, ont le moindre rapport avec l'univers des mythiques tontons. Et alors, j'en profite pour vous le dire au passage, ils ont encore les tontons cartonnés à la télévision, plus de 5 millions de téléspectateurs lors de la dernière diffusion tout récemment sur France 2. Mais revenons au livre. Alors, j'avais, par amitié pour Philippe, il faut que vous le sachiez, confié à l'auteur une interview inédite de Georges Lautner, que Georges m'avait gentiment accordé quelques mois avant sa disparition. Philippe en a imprimé les meilleurs moments, et j'en profite pour le remercier ici, parce que ça fait l'objet de 6 ou 8 très très belles pages. Mais vous pensez bien que j'avais très précieusement gardé la totalité de cette interview en vidéo, et je me suis dit qu'aujourd'hui, c'était une occasion idéale de vous en offrir quelques extraits privilégiés. Et quand on parle des tontons, on ne peut pas ne pas commencer par le générique Gaumont mythique des années 60, c'est-à-dire comme ça. Gaumont International, Les tontons flingueurs, d'après le roman Grisby en Aude Grisby d'Albert Simonin. Adaptation de Georges Lautner et Albert Simonin, moi, dialogue de Michel Audiard, mise en scène de Georges Lautner, producteur délégué Alain Poiré. Ça, c'est le scénario des tontons. Les tontons flingueurs, d'après le roman d'Albert Simonin, Grisby en Aude Grisby, tout y est dans le livre de Philippe Durand qui détaille les voitures de l'époque, la presse quotidienne de l'époque, François, les boissons et alcools de l'époque, les divertissements de l'époque, le bowling, et Georges Lautner qui nous raconte la jeunesse de ces tontons. J'ai été contacté une première fois par la Gaumont pour faire un film. Et on m'a dit que c'était un film avec Gabin. Pour un jeune réalisateur qui démarre, c'était quand même pas mal. Ah, j'ai dit oui, c'est merveilleux. Alors, comment on fait? Vous aurez l'équipe de Gabin, son chef opérateur, Matras. Ah, j'ai dit non. J'ai dit, je refuse de travailler avec Gabin parce qu'il a son équipe. J'ai été mal vu. Et malgré tout, la maison Gaumont m'a recontacté quelque temps plus tard, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment c'est venu. Alors, ensuite, parce que... Et ça a été les tontons flingueurs. Et bien sûr, la scène de la cuisine. C'était comment, Georges ? Cette scène de la cuisine n'était pas pour moi une scène comique, ni une scène dramatique, mais c'était une scène où il y avait les deux personnages qui se rencontraient et qui parlaient de leur passé. Et c'est là où ils parlent de la maison de Lulu la Nantaise, dans la région de Saïgon et tout. Mais c'était ça que je voulais. Et ça, c'était capital pour moi. C'est pour ça que j'ai fait la scène de la cuisine. Je ne savais pas qu'elle serait drôle. Je voulais qu'elle soit attendrissante pour mes héros. Qu'on voit qu'ils avaient des rapports de cœur, d'esprit, de souffrance. Et c'est devenu la scène de la cuisine. Tu sais pas ce qu'il me rappelle?
Cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de biennois, pas tellement loin de Saigon. Les volets rouges. Et la taulière. Une blonde comaque. Comment qu'elle s'appelait, nom de Dieu? Lulu la Nantaise. T'as connu? Lulu la Nantaise. Raoul le regard émerveillé. T'as connu? Eh bien, ça, c'était le résultat de la scène de la cuisine. Et elle n'a été faite que dans ce but-là. Parce que dans un film comme Tonton, où tu as des truands de souches différentes, il fallait qu'ils aient une entente. Alors c'est devant chez elle que Lucien le Cheval s'est fait dessouder. Et par qui? Hein? Bah voilà que j'ai plus ma tête. Par Teddy de Montréal, un fondu qui travaillait qu'à la dynamite. Toute une époque. Elle était dans le premier scénario, dans la première version? Bah non, justement, cette scène n'était pas indispensable aux yeux d'Audiard. Lui, il pensait à l'action générale et tout. Alors il n'avait pas fait la scène de la cuisine. Et j'ai gueulé. J'ai réclamé ma scène de la cuisine. L'oncle de Patricia vous dit qu'il n'y a plus de scotch, un point c'est tout. Mais quand l'acheter? Avec ça? Lâche-moi l'autre Grisby, salope! C'était très difficile, parce que la scène des tontons qui est importante, c'est la scène de la cuisine. Or, la cuisine était minuscule. J'avais les acteurs autour de la table d'un côté et la caméra placée de l'autre côté. Je ne pouvais pas faire de travelling, je ne pouvais pas bouger. J'avais pas la taille dans la cuisine de faire du cinéma. Et j'ai fait beaucoup mieux. J'ai fait que des gros plans d'acteurs et des trucs, parce que je ne pouvais faire que ça. Faut reconnaître. C'est du brutal. Vous avez raison. Il est curieux, hein? J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. On nous a demandé la scène de la cuisine, ils boivent. Ils buvaient de l'eau, ils buvaient de l'alcool. Je disais, non, ils ne buvaient pas d'alcool. Quand on a une journée de travail difficile et où tout le temps est compté, on ne buvait pas du tout, on buvait que de l'eau, ni les acteurs en buvant, ni l'équipe. Mais alors la journée terminée, à 7h30, alors là on picolait. Et on buvait à la santé les uns des autres, et ça nous a réussi. Mais quelle équipe de choc! Lino Ventura, Jean Lefebvre, l'italien Venantino Venantini, les débuts du jeune Claude Rich, Francis Blanche et l'incontournable Bernard Blier. Là, Bernard Blier, c'est autre chose. Parce que c'est l'homme, l'acteur, auquel je dois tout. Et tu vois, j'ai pas honte de le dire aujourd'hui, c'est à Bernard Blier que je dois tout, parce que j'ai fait mes premiers films avec lui. Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible. J'ai voulu être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini. Je vais le travailler en férocité, faire marcher à coups de latte. À ma pogne, je veux le voir. Et je vous promets qu'il demandera pardon. Et on garde à vous. Parce que travailler avec Audiard, c'était très délicat. Mais il n'était pas facile à suivre, parce qu'il travaillait avec toi dans une pièce, et disparaissait pour aller réfléchir, et il dormait 24 heures. Et il revenait, il n'avait rien fait. Et par contre, il restait une demi-heure, il s'enfermait dans la pièce, et en un jour et demi, il écrivait 3 jours de scénario. Il avait une puissance. Quand il s'y mettait, c'était spontané. Il avait une production littéraire fabuleuse. Patricia, mon petit,
Je voudrais pas te paraître vieux jeu ni encore moins grossier. L'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois, mais la vérité m'oblige à te le dire, ton Antoine commence à me les briser menu. Tu te rends compte qu'à mon âge, j'ai un succès d'un film que j'ai fait il y a 51 ans. Comment on peut... Ça se voit pas. C'est miraculeux. C'est miraculeux dans ma vie. Je suis très fier, très content. Pas très fier de mon travail, mais très fier de la chance et de la bonté divine que j'ai eue. Et comme vous le voyez avec ces 3 photos, c'est une grande amitié qui nous liait avec mon tonton Georges, disparu en novembre 2013. Alors, et grâce à Gaumont Vidéo, vous pouvez voir et revoir encore les Tontons Flingueurs grâce à cette très belle copie en Blu-ray, mais aussi pour les plus fans d'entre vous, procurez-vous les Tontons Flingueurs, le coffret collector 50e anniversaire, c'est pas compliqué, on n'a pas fait mieux depuis, il y a absolument tout ce dont on peut rêver. Regardez de quoi il est composé. D'un autre livre de Philippe Durand consacré à Michel Audiard, en toutes lettres, évidemment les Tontons sans Audiard, il manquerait quelque chose d'important. Et alors ça, les 600 pages du scénario original des Tontons Flingueurs. Vous pouvez voir le film en suivant chaque réplique, en voyant ce qui a été modifié au tournage. Ça, c'est un document formidable, absolument épatant. Et puis, de ce côté-là, il y a bien sûr les Tontons Flingueurs, le film, en version DVD et en version Blu-ray. Il y a également un DVD entier de bonus consacré à Michel Audiard avec des documents, des interviews, des suppléments consacrés au film avec là encore des documents d'époque, des petits documentaires, des interviews et même pour les puristes et amateurs de BO de film, la bande originale de Michel Magne avec le CD. Quand je vous disais que c'était archi complet, voici ce que vous devriez vous procurer si vous êtes de véritables fans des Tontons Flingueurs. Et maintenant, évoquons quelques instants le cultissime Bruce Lee, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps à la suite de la sortie du dernier Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, puisque Bruce Lee fait partie du film, et aujourd'hui, Pop Sinoche s'affiche avec Bruce Lee. Aujourd'hui, Pop Sinoche s'affiche avec Bruce Lee, acteur, réalisateur originaire de Hong Kong, ultra doué dans les arts martiaux, qui reste aujourd'hui encore une véritable référence en la matière. Mais au début des années 70, on ne le connaissait pas encore. Le producteur André Genovès avait réussi à avoir les droits d'un film intitulé Big Boss, qui n'est pas le meilleur de Bruce Lee, mais dans lequel il y a quand même de très jolis combats. On est en 72-73, il décide de sortir le film et commande une affiche à René Ferracci. Pas mal l'affiche, vous voyez, un joli logo, une attitude de combat. Bon, il y a du mouvement, mais ça ne prend pas. Le film n'a pas été un succès. Il faudra attendre quelques années pour que le génie de la publicité, René Château, grand complice et grand partenaire de Jean-Paul Belmondo dans ces années-là, décide de racheter les droits de tous les films de Bruce Lee, La Fureur de vaincre, La Fureur du dragon, Le jeu de la mort, Big Boss, etc. Et il va tous les sortir dans sa salle de cinéma, le Hollywood Boulevard, à Paris, et décide, chose très maligne, de faire une affiche à peu près commune dans le domaine des couleurs et des visuels. Vous les voyez là, pendant que je vous en parle, elles se ressemblent toutes, et d'ailleurs on pourrait les confondre s'il n'y avait pas le titre du film. Et là, tout d'un coup, en sortant tout ça à la fois, il a créé Bruce Lee et annoncé Bruce Lee comme une espèce d'événement, et là, le phénomène s'est embrasé. Bruce Lee est devenu une véritable star en France. Comment ? Mais grâce aux affiches de Jean Masky et grâce à l'imagination également publicitaire de René Château. Voilà comment ça a pris en France. Ce que je voulais vous dire avec ces deux affiches-là, c'est que vous voyez comment, avec le même film,
Bon, bah, une affiche finalement est plutôt joliment faite, mais n'a pas suscité l'excitation du spectateur, alors que, avec une affiche qui est une véritable petite œuvre d'art, le dessin est magnifique, ce côté jaune-orangé fait un petit peu rêver, eh bien là, ça a pris. Autant dire que l'affiche a été déterminante, non seulement pour le succès d'un film, mais pour l'aura et la réputation d'un homme qui est devenu un homme culte, un sportif et un comédien culte dont on parle encore aujourd'hui. D'ailleurs, est-ce que ça vous parle encore, vous, Bruce Lee? Vous m'en parlez dans les commentaires, ça m'intéresse. Aujourd'hui, Pop Sinoche s'affichait avec Bruce Lee. Après Bruce Lee dans Pop Sinoche, je vous propose de rester quelques instants supplémentaires dans le cinéma d'action avec les dernières news du prochain James Bond. Ça s'appelle Mourir peut attendre avec Daniel Craig. La sortie française, c'est bientôt. C'est prévu pour le 8 avril. Mais en attendant, si comme nous, vous êtes fan des grandes chansons et des belles musiques de la saga Bond, notez bien les dates. Je vous conseille vivement de vous rendre au Grand Rex de Paris les 14 et 15 février prochains pour le concert Bond symphonique avec un orchestre de 50 musiciens sur scène et les voix de Prisca Demarais et Damien Sargue pour les chansons. Réservez dès maintenant vos places. Nous nous retrouverons là-bas pour un très beau moment de musique et de cinéma en perspective. Mais en attendant, voici Bond numéro 25 dans Pop Sinoche numéro 8. Mourir peut attendre, 5e opus avec Daniel Craig, mais revenons en arrière. Tout avait commencé pour lui en 2006 avec Casino Royale, puis le très obscur Quantum of Solace en 2008. 2012, Skyfall, le plus réussi selon nous, Spectre en 2015, et c'est reparti. Why would I betray you? We all have our secrets. We just didn't get to yours yet. Et comme en 1962 dans James Bond 007 contre Dr No, Sean Connery et Ursula Andress, retour sous le soleil de la Jamaïque, où se sont tournées des séquences visiblement très importantes, tout près de la villa GoldenEye, où Ian Fleming écrivait tous les romans de James Bond entre 1946 et 1954. À présent, Bond vit tranquillement en Jamaïque, mais son répit sera de courte durée, puisque son vieux pote Felix Leiter va le replonger dans l'action. Daniel Craig confirme. La bande-annonce montre une partie de ce que nous avons fait, mais il y a tellement plus de choses dans le film. En fait, je suis extrêmement excité à l'idée de voir l'ensemble parce que ça fonctionne super bien. Where's 007? I need a favor, brother. You're the only one I trust for this. The world's moved on, Commander Bond. You were 00? 2 years. So stay in your lane. You get in my way, I will put a bullet in your knee. The one that works. I thought you two would get along. Name? Bond. James Bond. Les dernières photos officielles nous montrent que Ralph Fiennes est toujours M, que Léa Seydoux est toujours là, que Rami Malek fera sûrement oublier Freddie Mercury, que les James Bond Girls sont toujours aussi girly, que Daniel Craig est toujours aussi jovial et que l'Aston Martin DB5 sera au cœur de l'action. Ça donne envie, hein? Un peu de patience, c'est prévu pour le 8 avril. Sans transition, dans le cadre du Festival de la bande-annonce de Bois d'Arcy, que j'ai le plaisir de programmer et de présenter sur scène depuis 5 ans déjà, nous avons obtenu un privilège rare. Entrer là où d'habitude on ne peut pas entrer, c'est-à-dire dans les réserves et les ateliers de restauration des films du CNC, le Centre National du Cinéma, qui se trouve sur la commune de Bois d'Arcy et qui vient justement de fêter le 50e anniversaire de ses activités patrimoniale. Alors dans le cadre du dernier festival Béaba, nous avons choisi la bande-annonce d'un film qui a lui aussi 50 ans, c'est celui dont vous voyez l'affiche originale derrière moi, Mon oncle Benjamin, l'homme à l'habit rouge, le film d'Édouard Molinaro avec Jacques Brel, et à cette occasion, le CNC a spécialement pour nous restauré la bande-annonce du film, et Pop Sinoche évidemment a suivi tout ce processus de création, d'abord pour voir comment ça se passe cette affaire-là, mais surtout pour
évaluer l'ampleur du travail que ça représente et pour pouvoir mieux maintenant vous offrir ce reportage inédit. Regardez. Alors ici, vous vous trouvez en fait dans des magasins de conservation où on stocke les copies d'exploitation, c'est-à-dire les copies qui ont pu être distribuées en salle et que les gens ont pu voir en salle. Alors il y a à peu près 1 30 000 boîtes rentrées dans les collections du CNC et ça fait autour de 140 000 titres. On a un système, un plan de numérisation qui aide justement une aide particulière pour la restauration des films. Ici est essentiellement faite la restauration de choses qui sont dans les collections avec une décision suite à ce qu'on appelle la commission du patrimoine qui va décider des priorités de restauration. Et voilà Vincent, installez-vous. C'est là qu'on va visionner le film. On s'est décidé pour le film de Édouard Molinaro, Mon oncle Benjamin avec Jacques Brel. J'ai la bobine. C'est donc l'étape de la découverte de l'état de la pellicule. Installez la pellicule sur la table pour pouvoir la visionner. Comment est-ce qu'on appelle cet appareil? Alors c'est une table de visionnage, tout simplement. Tout simplement, d'accord. Qui va nous permettre de constater l'état du film. Et l'ampleur du travail qu'il y aura ensuite pour le restaurer, c'est ça? Voilà, oui. Bon, on regarde alors. Tout à fait. Allez, découverte. Dans quel état est mon oncle Benjamin? Mais moi, ce qui me frappe, c'est quand même la couleur de l'image. On a l'impression que c'est complètement orange. C'est pas d'origine, ça, hein? Non, c'est pas d'origine. Alors le problème avec la pellicule, quand elle vieillit, elle s'use et du coup l'image devient rouge. Les couleurs deviennent rouges. Alors quand il y a autant de défauts comme ça, je pense que ça vient d'un frottement à la pellicule. Quand elle a été projetée, il y a eu un frottement dans la machine. C'est pour ça que l'image est vraiment très rayée. Et rayée, je pense, sur toute la longueur. Ouais. Donc j'arrête l'image, comme ça me permet de constater, de mieux voir les défauts qu'il y a sur la pellicule. Donc là, on voit clairement qu'il y a des grandes rayures, donc qui sont les rayures fortes, et plusieurs rayures fines. Mais c'est quasiment de l'image par image, c'est un travail de titan, ça, non? Oui, on fonctionne beaucoup par image, puisqu'il y a des défauts qu'on peut retrouver sur une seule image et pas sur les autres. Une collure ou un point de gélatine manquant, donc ça c'est des défauts qu'on constate juste. Alors ici on voit la trace du scotch. Ah oui. La grande ligne horizontale. Et ça pourra s'effacer un petit peu plus tard. Tout à fait, oui. C'est ça. Et c'est des détails qu'on doit noter pour le laboratoire. Donc là, on voit quand même que la pellicule a été très fortement dégradée. Le but, c'est de pouvoir déjà pérenniser les images en se disant on fait un transfert de support qui peut être numérique ou argentique d'ailleurs, puisqu'on incite beaucoup les gens à faire du retour sur film, le film étant le moyen le plus pérenne de conserver l'information. Voilà, qui évite tous les problèmes d'obsolescence technologique notamment. Et donc du coup, l'idée c'est effectivement de pouvoir reporter ces images pour qu'ensuite elles puissent être diffusées au plus grand nombre. Donc nous, on va faire en sorte que ce support photochimique, que ces objets qui ont un sens eux aussi,
puisse être visionné, vu et ensuite restauré si besoin. Il y a environ 50 000 titres qui ont pu être sauvegardés numériquement et photochimiquement. D'accord, il reste encore beaucoup de travail alors. Oui, énormément. Sur 140 000 titres. Okay. Énormément. Oui, d'accord. Une fois le film scanné et converti en fichier numérique, nous faisons 2 étapes en parallèle, l'étalonnage et la restauration numérique. Nous allons faire une première correction colorimétrique. Enlever la dominante rouge afin de retrouver les couleurs d'origine. Alors c'est un fichier qui a beaucoup de rayures et de micro-abrasions. C'est parce que c'était une bande-annonce qui a beaucoup tourné. Donc nous allons faire une première passe pour un dust automatique, pour dépister de manière automatique toutes les poussières. Et après nous devrons faire de la palette. Et maintenant, quelle est l'étape suivante ? En fait, en parallèle, 2 agents travaillent sur ce film, l'un à l'étalonnage et l'autre à la restauration numérique. Donc le travail se fait en parallèle, il n'y a pas d'étape suivante. En fait, nous allons aller voir la restauration numérique. Ok. Mais on voit bien que depuis quelques années, il y a une prise de conscience pour aussi restaurer les bandes annonces. Oui, absolument, parce qu'en fait, c'est un matériel très particulier dans la diffusion du film, puisque c'est des choses donc très courtes, mais qui ont été largement vues. Donc ça fait partie du patrimoine cinématographique et il a pu nous arriver d'ailleurs de collecter des fonds uniquement de bandes annonces. Alors en parallèle, nous travaillons sur le film qui est toujours viré rouge puisque l'étalonnage est en train de se faire de l'autre côté et nous travaillons pour la première étape sur la détection de poussière automatique. Sur le logiciel Phoenix, qui est un des logiciels qui a été développé pour le traitement des films d'archives. Et nous allons lancer un module de calcul qui s'appelle Dry Clean, qui va nous permettre de traiter toutes ces poussières et micro-rayures. Alors, ce qui nous permet de passer de cet état, où il y a énormément de poussière, de micro-rayures, à celui-là. C'est une première étape de travail. Et les gros défauts restants seront supprimés à la palette graphique, image par image. Gros travail de précision et de patience. Une fois le contrôle qualité fait en projection, nous faisons un DCP afin que le film puisse être projeté en salle, comme ça ce sera bientôt le cas. Aucun raterie ne s'est jamais fait domestique, sous quelque livrée que ce soit. Pas même sous celle de courtisan. Redouté des grands pour son franc-parler. Le roi peut faire 20 marquis par jour, je le défie de faire un seul médecin. Pour défendre ses idées, il aurait tout risqué. C'est vrai que le fait de voir que les gens se déplacent pour aller voir des films restaurés nous donne du sens à notre mission et donne du sens à notre travail quotidien. Et beaucoup d'enthousiasme, on dirait. Et beaucoup d'enthousiasme. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant, quand vous entendrez parler de films restaurés, je pense que vous aurez une meilleure idée de ce que cela représente. J'en profite également pour remercier Ipanema qui produit le festival Béaba à Bois d'Arcy et qui nous a autorisé à vous proposer ce reportage. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le programme. Si c'est le cas, ne vous gênez surtout pas. Vous partagez, vous likez, vous commentez. En plus, on adore vous répondre. N'hésitez pas, vous vous abonnez également pour être les premiers informés. On se retrouve le mois prochain parce que je sais pas vous, mais alors nous, on aime de plus en plus le cinéma. Enfin, c'est terrible quoi, c'est terrible, ça s'arrange pas, je vous assure.